Joyeux Noël, joyeuses fêtes. Et pour fêter tout ça, une histoire. Le 11 juillet 1996, à 7h30, des ouvriers du bâtiment découvrent le corps de Blair Adams dans un parking en construction à Fairfield. Il est retrouvé à moitié nu, son pantalon est retrouvé à côté de lui, ainsi qu'un sac de sport et une banane. Le sac. Donc je vous préviens, c'est une histoire assez compliquée. Pas compliquée, mais il y a beaucoup de détails en fait. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas, vraiment, que même la famille, les policiers ne comprennent pas. Donc, ça serait bien... Moi j'aime bien faire autre chose quand je regarde des vidéos de true crime, mais là ce serait bien de s'asseoir, prendre un petit truc à boire, un petit truc à manger, et puis écouter. Je sais pas combien de temps elle va durer, mais voilà, je vais essayer de pas le faire trop long non plus. Robert Dennis Blair Adams est né le 28 décembre 1964 à Surrey au Canada. Sa mère s'appelle Sandra Adams et son frère Tom Adams. Il a également un beau-père. Donc très vite, Robert se fait appeler Blair, et en 1995, alors qu'il a 31 ans, il va travailler dans l'usine de son beau-père, à Francfort en Allemagne. C'est une usine de préfabriqués qui s'appelle SS Cedar Homes et qui a fermé malheureusement en 2007. Donc voilà, Blair Adams, il a son boulot, il a 31 ans, il est bien dans sa vie. Et en plus, en novembre 95, il rencontre une Allemande et ils vont rapidement sortir ensemble. Et bien que cette fille le considère comme un gentleman, il a une toute autre réputation en Allemagne. Il est connu pour être agressif, pour avoir eu des excès d'alcool et de drogue, et il s'est souvent plaint que les gens inventaient des rumeurs sur lui. Donc, il y a un côté assez paranoïaque. Et dans sa vie, Blair Adams était très secret. Il parlait pas vraiment de sa vie privée à n'importe qui, voire même à ses proches. Je pense qu'il évitait d'en parler, quoi. Et on ne sait pas ce qui aurait pu le rendre paranoïaque, à part peut-être la drogue, si vraiment il en utilisait. Et aujourd'hui, de nos jours, on pense qu'il aurait pu avoir un problème mental non décelé. Mais là encore, s'il était assez secret, c'était compliqué à voir. Et même si sa copine allemande de l'époque ne trouvait que du positif à redire sur Blair, on a reporté beaucoup de bagarres en son nom. Donc on pense qu'il aurait eu plusieurs ennemis. C'est en 1996 que Blair va repartir vivre au Canada. Et il va vite retrouver un travail en tant que contremaître sur des sites en construction. Donc encore une fois, on ne connaît pas vraiment les détails de ce déménagement, mais dans les grosses lignes, de ce qu'on peut en voir, c'était une vie totalement normale, voilà, un déménagement, un nouveau travail. Il avait ses amis et puis il avait l'air d'aller relativement bien. Et puis il y a le fait qu'il se rende aux Alcooliques Anonymes après son déménagement. Et d'après un ami de Blair, il voulait vraiment s'en sortir, il voulait vraiment décrocher l'alcool. Et en tout cas, il était motivé. Et puis aussi, tout le monde dans son boulot l'adorait. Ils adoraient son travail, ils adoraient... Son patron était super content de ce qu'il faisait, il s'entendait bien avec ses collègues. Tout se passait extrêmement bien. Et puis, c'est à l'été 96, plus précisément en juin, que tout va commencer à partir en couille. Je suis désolée de le dire comme ça. Déjà, ses collègues remarquent qu'il y a une perte d'attention pour son travail. Il ne prête pas autant d'attention qu'avant à son travail. Et en plus, il a arrêté de se rendre aux réunions d'Alcooliques Anonymes. Et on ne sait pas vraiment si il a repris l'alcool à ce moment-là. En tout cas, les dates où il commence à prêter moins attention à son travail et où il arrête les réunions d'Alcooliques Anonymes, c'est en même temps. Donc on sait que ça lui arrive. Il y a quelque chose qui lui arrive tout d'un coup. On ne sait pas ce que c'est. Puis en soi, si on y réfléchit, il y avait rien de très très grave.
arrêter les alcooliques anonymes tant qu'on reprend pas vraiment l'alcool. Après, je veux pas me faire d'ennemis ou quoi, mais c'est différent d'arrêter les alcooliques anonymes et de recommencer l'alcool. Voilà. Donc, comme on n'est pas sûr qu'ils recommençaient l'alcool, on voyait pas vraiment le mal. Et en plus de ça, il continuait à voir sa famille, il continuait à leur parler, et pour eux, ils voyaient pas de problème. C'est là que les choses commencent à se corser. Le 5 juillet 1996, Blair va retirer toutes ses économies, ainsi que tout l'argent qu'il avait sur son compte courant. Donc ça veut dire qu'il avait plus de 6000 $ sur lui en espèces. Il a aussi vidé un coffre-fort où il y avait des bijoux de valeur. Donc il a ça en plus sur lui. Ce jour-là, il va dire à sa mère que quelque chose ne va pas, mais il ne va pas s'étendre sur le sujet. À la place, il décide d'aller rendre visite à son oncle qui est à 4 heures de route. Mais comme Blair a agi un peu impulsivement, sans prévenir son oncle ou n'importe qui, quand il arrive à la maison de son oncle n'est pas là. Tout simplement parce qu'il ne savait pas que son neveu devait venir. Donc déjà, pour une seule journée, ça fait beaucoup. Donc parce que je suppose qu'il est revenu après, il a refait 4 heures de voiture pour retourner chez lui. Et puis, 2 jours après, il prend sa Chevrolet et il va la conduire jusqu'à la frontière canadienne-américaine. Et à ce moment-là, il avait en tête de prendre un ferry avec sa voiture de Victoria à Seattle. Sauf que la ICE va lui refuser l'entrée. La ICE, c'est une police spéciale pour les frontières ou pour ceux qui seraient dans le pays illégalement. Je suis pas du tout sûre, j'ai oublié de faire mes recherches là-dessus, il me semble que c'est ça. Et en fait, la ICE va lui refuser l'entrée aux États-Unis parce qu'à ce moment-là, il le soupçonne de faire partie d'un trafic de drogue. Ce qui avait déjà été le cas dans le passé. Et en fait, il pense ça parce que déjà, il était seul. Il comprenait pas pourquoi il avait autant d'argent sur lui, autant de bijoux de valeur. Et que fait Blair alors que la ICE vient de lui refuser la frontière, enfin l'accès à la frontière? Ben il réessaye encore et encore. Et il a dû essayer peut-être 5 ou 6 manières différentes. Voilà. Il aurait essayé plusieurs fois la voiture, donc le ferry, il aurait essayé à pied même. Enfin, il était déterminé à passer cette frontière. Et il va agir de plus en plus bizarrement, parce qu'il va essayer de passer la frontière pendant plusieurs jours. Sauf qu'il va rester coincé au Canada. Le lendemain, donc le 8 juillet 1996, Blair va conduire jusqu'à son travail, mais il va quitter son travail avant la fin. Avant de partir, il va essayer d'avoir sa paye, mais ne l'aura pas. Je pense que ce n'était pas le jour de la paye, mais il a quand même essayé de l'avoir. Toujours le 8 juillet, il va acheter des tickets d'avion pour l'Allemagne, puis il va demander un remboursement directement après. Juste après l'avoir acheté, il demande un remboursement. Et on sait que sa copine ne l'attendait pas en Allemagne, donc ce n'était pas pour aller voir sa copine. Ensuite, il va conduire jusqu'à chez un ami à lui, pour lui demander de l'aide et lui demander de l'accompagner jusqu'à la frontière, enfin de le faire passer à la frontière. Cet ami va refuser. Et je crois que déjà, il refuse parce que c'était bien tard dans la journée, quoi. À l'aube du 9 juillet 1996, donc encore le lendemain, Blair a été vu près de la frontière à pied. À pied. Et ça fait maintenant 3 jours de suite que Blair essaye de passer la frontière sans y arriver. Les autorités postées à la frontière, ils vont remarquer que les bras de Blair sont couverts d'égratignures. Et on ne sait pas pourquoi, enfin ils ne savent pas pourquoi sur le moment. Et donc il y a des égratignures sur les mains, sur les bras, sur les pieds même. Et en fait les autorités vont le mettre en garde à vue car il correspond à la description d'un suspect actif à ce moment-là qui avait volé une voiture vers là où on a vu Blair. Donc vraiment il était au mauvais endroit au mauvais moment, genre. Mais finalement la police va le laisser partir parce qu'il n'avait juste pas assez de preuves pour prouver que Blair avait volé cette voiture. Il va ensuite aller dans un commerce de location de voitures, louer une nouvelle voiture qui est une Nissan Altima. Donc, pour vous rappeler, sa voiture à lui, c'est une Chevrolet. Là, il va jusqu'à l'aéroport de Vancouver et il loue une voiture qui est une Nissan Altima. J'espère que je le dis bien. Et le plus fou,
c'est que ça marche. Il passe la frontière avec la Nissan. Après 3 jours, il réussit enfin à passer la frontière. Donc le 9 juillet, toujours le même jour que la garde à vue et tout ça, il va rouler jusqu'à l'aéroport de Seattle. À l'aéroport de Seattle, il va acheter un aller simple pour Washington DC, et ça va lui coûter 800 $. Et les employés de l'aéroport, qui sont super gentils et avenants, ils vont lui faire remarquer que s'il prend l'aller-retour, il en aura pour 400 $ au lieu de 800 $. Mais Blair va refuser, va prendre l'aller simple. Et il va voyager toute la nuit pour arriver le lendemain matin à l'aéroport de Dulles à 5h du matin. Il va louer une autre voiture, qui cette fois-ci est une Toyota, je sais pas, c'est une Toyota, voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Et avec cette Toyota, il va rouler 7 heures jusqu'à Knoxville. Et il faut prendre en compte que depuis la veille, quand il a pris son aller simple, il n'a pas dormi. En tout cas, il arrive à Knoxville sans dormir, voilà, avec une deuxième voiture louée. Enfin, c'est assez étrange comme comportement. Et à 10h17, il va faire un petit accrochage avec une autre voiture au Zion Crossroad, en Virginie. Et c'était quand même un petit accident, il n'y avait pas de blessés, les deux arrivaient assez lentement. Voilà, juste ils se sont pas vus, ils sont un peu rentrés dedans, voilà, un simple accrochage. Et le propriétaire de la voiture d'en face, qui s'est fait accrocher, a dit aux gendarmes que Blair était très 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 gentil. Il s'en voulait vraiment d'avoir accroché la voiture, mais il paraissait assez pressé, il paraissait pressé de partir en fait. À 17h30, toujours le même jour, il arrive enfin à Knoxville et va s'arrêter dans une station essence pour mettre de l'essence. Et les gens qui travaillent à la station essence vont être alertés par ses comportements très étranges. Après avoir mis de l'essence, Blair se plaignit aux employés que sa voiture ne marchait plus. Donc ils ont appelé la police, un policier arrive, et en fait quand ils regardent la situation, ils se rendent compte que la voiture qu'il a devant lui et la clé que Blair lui montre ne correspondent pas. Il n'a pas la bonne clé de la bonne voiture. Donc en fait, pour vous rappeler, il utilisait les clés de la Nissan qu'il a laissées à l'aéroport de Seattle, si je me souviens bien. Et là, il a la Toyota. Donc il comprend pas pourquoi ça marche pas. Et en fait, le policier va gentiment lui proposer de fouiller, enfin que Blair fouille ses poches. Mais Blair va refuser. Pourtant, s'il a roulé jusqu'à la station essence, c'est qu'il a les clés. Il aurait pas pu conduire jusque-là sans avoir les clés. Mais Blair va dire qu'il n'a toujours eu qu'une seule clé de voiture et que c'est impossible. Le policier, quand il va revenir sur cette situation, il dira que Blair n'avait pas l'air vraiment présent et du coup il a décidé d'appeler une dépanneuse pour remorquer la voiture parce que il ne voulait clairement pas fouiller dans ses affaires. Donc il fait remorquer la voiture jusqu'à un atelier de réparation. Il va ensuite déposer Blair à Knoxville dans le Fairfield Inn, qui est un hôtel. Et comme Blair va oublier son sac à la station essence, le policier va faire un aller-retour pour pouvoir lui donner son sac. Très gentil le policier. Et donc, du moment où il arrive dans l'hôtel Fairfield Inn, je suis vraiment désolée si je massacre le nom. Et du moment où il est arrivé dans l'hôtel, on le voit sur les caméras de surveillance. On le voit qui tourne, qui flâne dans le hall pendant une 40aine de minutes. Il va aller vers l'accueil pour acheter une chambre à 100 $ américains. Et en fait, la chambre coûtait pas 100 $ américains. Mais lui a donné à la femme en face 100 $. Et quand la femme a voulu lui rendre la monnaie, il avait déjà traversé le hall et il était déjà en train de sortir de l'hôtel. Et avec l'enquête, on a déterminé qu'il n'était jamais rentré dans la chambre d'hôtel qu'il a payée. Et à ce moment-là, il semblait très anxieux, très parano.
Et c'est la dernière fois qu'on va le voir en vie. Découvert par des ouvriers le lendemain à 7h30 du matin, Blair Adams a sa chemise et son pantalon ouverts, et près de lui sera retrouvé 4000 $ dans plusieurs devises différentes, que ce soit allemandes, américaines ou canadiennes. En plus de l'argent, non loin de lui est retrouvé un sac qui contenait des cartes et des reçus de voyage. Et on va aussi retrouver un sac banane où on va retrouver 5 onces de lingots d'or, des pièces d'or, des clés, une paire de lunettes et évidemment des bijoux. C'est le shérif de Knoxville qui répond à l'appel, qui s'appelle Jimmy G.G. James, beaucoup trop de J pour moi, qui a répondu à l'appel, pardon. Et à l'époque, au moment où tout ça s'est passé, il était lieutenant-major de l'unité des crimes. Je l'ai traduit de l'anglais, donc si ça n'a pas vraiment de sens, je suis désolée. J'ai traduit comme ça me semblait logique. Il va remarquer qu'il a le pantalon sur les chevilles. Mais pour Jimmy, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui s'est baissé son pantalon. Ça ressemble à quelqu'un qui a tiré le pantalon jusqu'en bas de ses jambes. Les chaussures ne sont plus à ses pieds mais sont retrouvées assez près du corps. Et ses chaussettes sont rentrées dans ses chaussures. Je sais que je le fais, ce genre de choses, mais c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Alors je comprends pas bien quel intérêt, que ce soit le tueur ou Blair ou n'importe qui, quel intérêt de mettre les chaussettes dans les chaussures, à part pour ne pas les perdre. Et donc, comme je l'ai dit un peu avant, on retrouve aussi toutes les cartes d'hôtel et les clés de voiture à côté de lui. Et dans les clés de voiture, on va retrouver la clé de voiture de la Toyota, de celle qu'il avait perdue et que les employés de la station essence ont dû appeler un policier pour faire dépanner la voiture, etc. La clé était là, la clé était avec lui tout le long. Et en fait, que ce soit l'argent, les bijoux, les cartes, les clés, les lingots d'or, tout a été éparpillé autour de lui. Mais c'est pas comme s'il était tombé et tout était éparpillé. On dirait vraiment que quelqu'un a pris le temps de placer les objets autour du corps de Blair pour faire genre ça s'est éparpillé. Mais ça, on dirait quand même que ça a été mis en scène pour les policiers, pour Jimmy. Et puis il trouve ça très étonnant que rien n'ait été volé. Il y a quand même 6000 $ canadiens, je crois. Des cartes, des lingots d'or, des clés de voiture, enfin... Ça me paraît quand même gros. Et donc on va examiner le corps de Blair Adams et on va déterminer l'heure de la mort à 3h30. Donc 4 heures avant qu'on découvre son corps. Et environ à cette heure-là, un employé de la sécurité avait entendu un cri, mais il a toujours pensé que c'était une femme. Et on pourrait se demander pourquoi à ce moment-là, l'agent de sécurité n'a pas appelé, n'a pas fait quelque chose parce qu'il a entendu un cri. Mais il a avoué ça plus tard dans l'enquête de Blair Adams spécifiquement. Donc, on sait pas, peut-être c'était pas son travail, on sait pas vraiment exactement dans quelle sécurité il se tenait. Mais voilà. Et donc le corps de Blair Adams va être envoyé pour être autopsié à l'université médicale de Tennessee. L'autopsie va révéler qu'il avait plusieurs coupures et abrasions sur le corps. Abrasion, j'ai dû rechercher parce que je savais pas exactement ce que c'était. C'est en fait des blessures par frottement. Comment, pourquoi, je ne sais pas. Mais je trouve ça très très étrange. Et pour la police de Knox County, ces blessures que Blair avait, elles étaient là parce que Blair s'était défendu de quelque chose. Alors les coupures, je veux bien le croire, mais les abrasions, je comprends pas. Comment, en se défendant, on aurait pu avoir des abrasions? Et je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est ce que pense la police. Et on pense que la cause de sa mort serait le sepsis, qui est en fait un état aigu de dysrégulation, qui serait en fait une réponse à une infection. Et on va comprendre que son estomac a été perforé
par soit un coup très violent reçu dans le ventre, soit plusieurs coups assez violents d'affilée. Il avait aussi une blessure sur la tête que les policiers ont établi comme un coup de pied de biche ou un coup de club de golf. En tout cas, la forme est là, quoi. Mais aucune arme n'a été retrouvée près de lui. Et comme on l'a retrouvé sur un site de construction, enfin un site en construction, je suis pas sûre, on pense que l'arme était là, au bon moment. Pourquoi elle n'est plus là? Le tueur l'a prise, je pense, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on pense vraiment que l'arme était sur le lieu du crime au bon moment, malheureusement. Et on pense aussi que Blair a été agressé sexuellement, même s'il n'y a aucun ADN qui a été retrouvé. Il y a quand même son pantalon qui est descendu jusqu'en bas, jusqu'à ses chevilles. En tout cas, la police se pose beaucoup de questions sur cette agression sexuelle, ou potentielle agression sexuelle. Et la seule chose que les policiers ont trouvé qui n'appartenait pas à Blair, c'était un cheveu. Un fucking cheveu. Il a été retrouvé dans la main de Blair, donc je pense qu'en se défendant, il a dû l'arracher de son agresseur. Mais malheureusement, ça ne va mener nulle part puisque le cheveu qu'on a retrouvé n'avait pas de follicule, qui est la racine du cheveu, et c'est la racine qui permet d'identifier l'ADN de la personne à qui appartient le cheveu. Donc malheureusement, ça a été un peu un faux espoir. Et puis j'ai lu dans d'autres articles que il y avait bien eu un test ADN qui a été fait sur ce cheveu, voilà, mais que on n'avait pas trouvé d'ADN qui matchait dans la base de données, donc ça aurait été resté là. Et puis il y a un journal qui va faire un article, je sais pas exactement combien de temps c'est après la découverte du corps et tout ça, mais il va émettre une hypothèse qui est assez plausible. Blair Adams aurait pu sauter d'un véhicule en marche, car il avait donc ces abrasions que je vous parlais tout à l'heure, et ça aurait pu ressembler à des blessures qu'on fait quand on saute d'une voiture en marche et qu'on glisse sur le béton, juste on tombe, on glisse sur le béton, voilà, c'est des... Moi j'appelle ça râpé. Voilà, en tout cas, dans cette théorie-là, ça correspond assez bien aux blessures qu'il a sur les bras. Le lendemain de la découverte de son corps, la police de Knoxville en apprenne un peu plus sur qui il était, sur Blair Adams, tout simplement. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à interroger la famille de Blair. Donc ils vont interroger Sandra, et la mère de Blair pensait qu'il voulait aller aux États-Unis pour assister aux Jeux Olympiques d'été de 1996, et qui se passait à Atlanta. Et même si ça peut paraître assez impulsif pour les policiers, c'est pas quelque chose qu'il aimait bien prévoir. Donc je pense que sa mère n'a pas non plus, ne s'est pas inquiétée plus que ça. Mais évidemment, quand sa mère apprend sa mort, elle va parler de quelques petites choses étranges aux policiers quand Blair a quitté les réunions d'alcooliques anonymes. Donc elle dit aux policiers que apparemment les gens aimaient lancer des rumeurs sur Blair. Je tiens à préciser aussi que à l'autopsie, nous n'avons pas retrouvé ni de drogue ni d'alcool dans son corps. Donc on peut pas accuser la drogue vraiment. Donc là, on en vient à penser que soit il était réellement poursuivi par quelqu'un et il essayait de fuir, soit sa santé mentale en a pris un coup. Il n'allait pas bien du tout, et puis il aurait tout simplement pété un câble. Seulement la mère de Blair affirme qu'il n'a jamais eu de problèmes mentaux. Donc voilà. Tom, son frère, pensait réellement que Blair allait beaucoup mieux, qu'il s'en sortait mieux, et ça lui est vraiment tombé dessus quand on lui a appris la mort de son frère. Et avec cette information-là, je pense qu'on peut quand même balayer la théorie du suicide. C'était pas trop mis en scène pour que ce soit un suicide. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre 19h37, l'heure où il quitte son hôtel, jusqu'à 3h30, l'heure supposée de sa mort? Puis là, on va avancer un peu
dans le temps, on est en 2010, et les enquêteurs apprennent qu'il y a eu un portrait robot de fait d'un homme pour le cas de Blair Adams. Et ça a été fait au tout début apparemment parce que ils avaient reçu un témoignage de 2 femmes qui avaient vu Blair parler à un autre homme, donc à l'homme du portrait robot, à l'extérieur du restaurant Crackers Barrel à toujours Knoxville. Et pour bien vous situer, le Fairfield Hotel et le parking en construction où a été retrouvé Blair sont à seulement 20 minutes d'écart. Et en faisant ce trajet, Blair passe automatiquement devant le Cracker Barrel. Donc on sait que de l'hôtel au parking, 20 minutes, et dans ces 20 minutes, il y a le restaurant où les 2 femmes ont vu Blair parler à un autre homme. Ça avance un peu plus. Malheureusement, c'est à peu près tout ce qu'on a comme information, mais il y a plusieurs théories qui sont amenées par les policiers et par d'autres, et moi je vais vous en donner 3. La première théorie, c'est que Blair part de l'hôtel avant de rentrer dans sa chambre pour acheter à manger, parce qu'il commence à se faire tard et qu'il a faim. Je rappelle qu'il est quand même 19h30, 19h40, voilà, et du coup il va s'arrêter à Crackers Barrel, où les 2 femmes vont l'apercevoir. Et avec l'autopsie, on sait qu'il a mangé avant sa mort. Donc on sait qu'il est allé au restaurant où, peu importe, il a mangé. Est-ce que c'était au Crackers Barrel? Est-ce que c'était avant ou après avoir rencontré cet homme mystérieux? Malheureusement, la première théorie s'arrête là, parce que on sait pas, il n'y a pas de caméra de surveillance, il n'y a rien pour savoir vraiment ce qui s'est passé exactement. Et comme on a retrouvé de la nourriture dans son estomac, on pense sérieusement qu'il est mangé avant sa mort, mais que peut-être au restaurant il a fait une mauvaise rencontre ou il a fait une rencontre qui a mal tourné. Voilà. La deuxième théorie, qui est un peu plus sombre, enfin je l'aime un peu moins. Je sais pas que je l'aime pas, mais c'est que elle pourrait être plausible, hein, mais je l'aime pas. J'aime pas la dire. Voilà. L'endroit où on a retrouvé le corps de Blair, c'est un endroit connu des camionneurs, en fait. Ça veut dire que les camionneurs s'arrêtaient souvent là pour passer la nuit, pour faire une pause, voilà. Ils s'arrêtaient dans un parking de construction. Et donc ça a attiré un peu les gens de passage, des gens qu'on voit une fois de temps en temps et puis on les revoit plus. Et aussi, cet endroit était connu pour abriter des activités illégales. Peut-être qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose lié à ces activités illégales, comme on sait que Blair avait déjà traîné là-dedans, on va dire. Est-ce qu'il aurait recommencé? Est-ce qu'il serait tombé sur une activité illégale au mauvais endroit, au mauvais moment? Si c'était vraiment des activités illégales, ou... Parce que je parle d'activités illégales, ça peut être vente de drogue, prostitution, voilà. En tout cas, c'est ça qu'ils ont abordé pour le thème. C'est ça qu'ils ont abordé pour l'affaire de Blair Adams. Mais on comprend pas si c'était vraiment de la drogue ou de la prostitution. Pourquoi le meurtrier n'a pas pris l'argent? Pourquoi il aurait laissé tout éparpillé autour de lui sans rien toucher? C'est étrange quand même. Puis il y a aussi le fait qu'on dirait vraiment que ça a été mis en scène, ça fait beaucoup en fait. Le pantalon sur les chevilles, Est-ce que c'est une théorie qui arrive là naturellement parce que la mise en scène fait que on pense que c'est ça? Je n'en sais rien. Mais on sait pas grand chose, donc c'est difficile à voir ce qui s'est passé, quoi. La troisième théorie, ce serait que quelqu'un en avait après lui. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, je pense que c'est peut-être pour moi, c'est peut-être la théorie la plus probable. Et il faut pas oublier qu'en Allemagne, il avait aussi... il avait pas une bonne réputation, on pensait qu'il pourrait avoir des ennemis en Allemagne, tout ça. Est-ce qu'il avait pas un stalker? Est-ce qu'il avait pas des dettes envers quelqu'un? En tout cas, sa famille n'a pas déclaré de dette pour Blair, mais voilà, on peut se poser la question de est-ce que
il aurait pas dérapé à un moment, et comme tout allait bien, il n'aurait pas voulu inquiéter personne. Enfin bref, aller plus en détail. On sait qu'il a changé les billets d'avion, les problèmes de voiture, les clés, tout ça, les locations de voiture, acheter une chambre pour ne jamais y être entré. Peut-être en fait c'était juste il essayait de semer quelqu'un quoi. Et il savait qu'il avait un stalker, il avait quelqu'un après lui. Il se dit voilà je reste 40 minutes dans le hall d'hôtel, puis finalement je prends une chambre, comme ça le mec il pense que je dors là, puis je me barre ailleurs. Et en fait, ben voilà, il se serait passé quelque chose. Bon, en tout cas on n'a pas retrouvé ni de menaces de mort, ni de preuves qu'il y ait eu activité illégale. Ouais. Après, ce qui est dommage, c'est que les différentes polices, donc police américaine, canadienne, allemande, n'ont pas mis leurs informations en commun. Et peut-être qu'en mettant les informations en commun, on aurait peut-être un peu plus d'informations, trop d'infos. Enfin, on aurait peut-être un peu plus de preuves, un peu plus d'explications, voilà. Donc, le corps de Blair a été incinéré et ses cendres reposent au Victory Memorial Park en Colombie-Britannique, au Canada. Sarah, la mère de Blair, va faire une brève interview pour Unsolved Mysteries sur le cas de son fils. Dans l'interview, on voit qu'elle accepte la mort de son fils, mais en même temps, elle a cette envie, cette curiosité d'en savoir plus, quoi, tout simplement. Malheureusement, je ne pense pas qu'on en apprenne davantage, et c'est tout ce que nous savons sur le meurtre de Blair Adams. Voilà, j'espère que ce cas vous a plu, que cette vidéo a été à votre goût. Si elle a été à votre goût, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et voilà, passez de bonnes fêtes, une bonne année, un joyeux Noël. Des bisous partout. Dedans se trouvent 5 onces de Lego. Non. Le Lego d'or. C'est pas les lingots, c'est les Lego d'or. La mère de Blair explique que c'était quand même dans son habitude de partir plusieurs mois dans tel pays et puis de revenir. À l'extérieur du restaurant Crackers